En dehors de ma surface est le premier podcast où l'on discute foot, voyage, rencontres et expériences de vie avec des acteurs du football. Aujourd'hui, notre invité est Jean-Marc Guillot, que j'ai eu la chance de rencontrer chez lui, à Abidjan. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'histoire et la personnalité de cet homme qui ne s'est que rarement confié et qui est souvent cité comme un des plus grands formateurs français. Bonne écoute! Bonjour Jean-Marc Guillot, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Ouais, ça me fait très plaisir. Je suis là, ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et je pouvais pas ne pas vous rencontrer, mais voilà, j'ai l'honneur et le privilège de passer un petit moment avec vous. Donc merci en tout cas pour l'accueil. C'est normal. Entre Français, il faut bien s'accueillir. Ouais, voilà. Comme je le dis toujours, moi je parle dans mes podcasts, on parle beaucoup de foot et de voyage, et donc avec des entraîneurs français, donc forcément je parle beaucoup de l'Afrique parce qu'il y a quand même beaucoup d'échanges, et forcément on parle de Jean-Marc Guillot, donc voilà, dans tous mes épisodes africains on parle de vous. Ah bon? Ouais, donc voilà, je voulais peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Je m'appelle Jean-Marc Guillot, je suis un ancien joueur de football, j'ai été sélectionné en équipe de France et j'ai occupé, je pense, la plupart des postes qu'il y a dans un club en tant que joueur déjà, en tant qu'entraîneur et en tant que président, ouais, et en tant que directeur général même. En France? En France, oui, ouais. à Nice. Ouais. Et après en tant que président à Mulhouse. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, je connais le football pour avoir de l'expérience à tout niveau. On m'a dit aussi que j'étais pas à l'époque, mais que vous remplissiez des stades quand vous étiez joueur. C'est vous qui remplissiez les stades. Les gens venaient vous voir. Ah, ouais, peut-être. Je pense pas que vous alliez le dire. Non, je pense pas que je remplissais à moi tout seul tous les stades. Non, je pense que j'étais un bon joueur et puis je plaisais à certains et je déplaisais à d'autres. Déjà. Ouais, déjà. Et donc ensemble, on va parler bien sûr de l'Afrique, du coup, de la Côte d'Ivoire. Je voulais savoir comment c'est arrivé en fait cette histoire de la Côte d'Ivoire dans votre vie, et voilà pourquoi vous avez dit. C'est arrivé parce que j'étais entraîneur à l'AS Cannes et à chaque fois qu'on jouait, l'équipe était en deuxième division à l'époque, le club. Et à chaque fois qu'on jouait contre des équipes, des adversaires, c'était souvent un Africain ou un Français d'origine africaine qui faisait la différence pour nos adversaires. Donc je me suis dit, mais ce serait bien qu'on ait aussi des joueurs qui ont ce profil. D'ailleurs, je l'ai fait avec Lamine Ndiaye. Et lui aussi faisait la différence. C'était un attaquant qui allait assez vite et qui pouvait faire vraiment la différence. Mais je me suis dit, il faut peut-être en prendre un peu plus pour être un peu meilleur. Et donc je suis venu en Côte d'Ivoire, qui organisait à l'époque la CAF, la CAN. Ouais. Je me rappelle plus quelle année c'était. Et là j'ai vu, comme beaucoup de recruteurs, le petit Youssouf Fofana, qui était ivoirien et qui jouait attaquant sur le côté gauche, un gaucher qui avait vraiment une accélération très forte et une vitesse de course aussi remarquable, quoi. Et rien que comme ça, il éliminait les adversaires avec un démarrage, il laissait sur place, quoi. Donc je me suis dit, lui, il faut absolument que je le prenne. Puis je suis resté un petit moment quand même, parce que c'était un peu difficile de le rencontrer seul. Il était toujours avec quelqu'un. C'est difficile. Et finalement, j'ai pu commencer l'affaire de son recrutement, mais j'ai pas pu la terminer parce que c'était trop difficile. À l'époque, les Africains gardaient leurs joueurs, même s'ils les payaient avec peu. Ils gardaient leurs joueurs. Ok, ils venaient pas en Europe. Ils n'aimaient pas qu'ils partent en Europe. Ok. Le premier qui est parti, mais il est parti à 27, 28 ans, 30 ans même. C'était beaucoup. Il était allé à Rennes, je crois, ou à Nancy. Je crois qu'il est allé d'abord à Nancy, puis ensuite à Rennes.
Puis après, il a été atteint par la vieillesse. Hein. Il était plus vieux que. Il est parti très vieux, quoi. Et donc, moi, je voyais là l'occasion d'avoir un joueur qui pouvait un petit peu changer le cours du match. Un attaquant qui pouvait changer le cours du match avec Lamine plus lui, ça aurait été bien. Mais Lamine n'a pas joué avec Youssouf. En fait, Lamine, c'était après. Okay. C'est la deuxième année. La première année, c'est Youssouf qui est venu et après, c'est Lamine qui a suivi, mais qui était déjà français, quoi. Il est né, il était sénégalais d'origine, mais il était en France depuis longtemps. Il jouait à Mulhouse, je crois. Non, il joue à Orange. À Orange. Après, il est venu à Cannes et après, il a joué à Mulhouse avec vous aussi. Ouais. Donc, je sais plus quelle était la question d'origine. Non, cet intérêt d'abord, vous êtes rendu compte de ce niveau des joueurs africains qui vous a surpris, qui vous surprenait. Ouais. Ils avaient une vitesse surtout. C'est la vitesse et la vitesse. Bon, aujourd'hui, celui qui peut être un exemple, c'est Mbappé. Mbappé va vite, très très vite, et il est bon techniquement et tout ça. Donc, ils avaient ces deux qualités, d'aller assez vite et puis d'être assez bon techniquement, quoi. Donc, il faisait la différence, comme le fait Mbappé. Et donc, on a fini par prendre Youssouf. Je pense que le club a payé quelque chose, je me rappelle plus exactement combien, mais une petite somme. Ça devait faire dans les. À l'époque, c'était des francs français, je crois. Mais bon, je peux pas dire parce que. Je m'en rappelle pas. Ce que je sais, c'est que après, on l'a transféré à Monaco. Dès l'année prochaine, l'année d'après, il est parti à Monaco parce que il était pas complètement passionné par le foot, Youssouf. Et ça m'a déçu, ça. Ouais, parce que un joueur qui est pas complètement passionné par le foot, il fait jamais une grande carrière. Mais il avait des qualités extraordinaires. Il a joué avec Weah, il avait presque plus de qualités que Weah. Mais il était beaucoup moins persuadé de ce qu'il devait faire, alors que Weah était lui beaucoup plus travailleur. Et Weah, il a fait une super carrière et Youssouf a fait une carrière moyenne. Après, il a fini à Bordeaux. Mais il revient souvent là me voir parler parce que il a passé une bonne année à Cannes, à l'AS Cannes. Donc j'ai fait ça. Et donc quand j'étais venu, j'étais allé voir un peu dans les quartiers comment étaient les joueurs et le foot. Alors, dans les quartiers, dès qu'il y a un truc, et à l'époque c'est vieux, hein. Je parle de ça, c'est dans les années fin 80. Oui, dans les années 90, 92, 80. Ouais, au 90, parce que moi je suis venu après en 93, ouais. Et donc il y avait des bons joueurs, hein. Il y avait plein de petits joueurs qui jouaient, mais en fait j'en ai vu très peu jouer. Pourquoi? Parce que les plus grands jouaient à leur place. Ah ouais. Et c'est quand eux avaient fini de jouer, et puis il y en avait, quoi, parce que des fois avoir un terrain sympa dans un quartier. Dans deux quartiers, il y avait que deux, quoi. Il était toujours pris. Et donc, dès que les grands arrivaient, ils chassaient les petits, et les petits, ils ont plus le droit à la parole, quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était les petits. Vous restiez. C'était les petits. Et j'avais vu déjà des joueurs qui étaient vraiment, qui sentaient le foot, qui étaient bons et qui se démerdaient même contre des plus grands, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, si je devais venir ici, je me suis dit, je ferais une école de foot. Il faudrait que je l'appelle pas école de foot, parce que tu vois. Et là, le mot académie, à un moment donné, j'avais pensé à un autre mot qui est un peu pareil. Je me rappelle plus exactement quel était le mot, mais. Mais pas centre de formation. Non, pas centre de formation, non, parce que les centres de formation, pour moi, ils répondaient pas vraiment à la formation. Ils répondaient pas. Les centres de formation,
c'était copié sur les centres de formation technique de la France, quoi, des pays, des travaux du pays, par exemple. Moi, j'ai fait un apprentissage comme chaudronnier. Bon, bah, à 15 ans, ça commençait, et puis à 16 ans, vous passiez le CAP, et puis voilà, après, on travaillait. Bon. Et ça, c'était une formation. Mais il fallait avoir 15 ans, donc 16 ans. Et là, aussi, il fallait avoir 16 ans pour être admis dans un centre de formation français. Ça veut dire que de 10 à 16, tu perdais 6 ans. Et c'est là où vous voulez faire la différence, bien sûr. Et là, et avec le nom, vous vouliez marquer une différence. Là, on a fait une différence extraordinaire. Extraordinaire. On a fait une différence extraordinaire. Quand on a joué, on est sorti une fois, plusieurs fois, mais la première fois qu'on est sorti, je me rappelle, on avait joué contre le centre de formation de Marseille, qui était entraîné par Casoni, un joueur que j'avais eu à Cannes. Et puis le centre de formation de Rennes. Et on avait joué contre celui de Marseille qui était bon, qui était physique et qui faisait un peu le pressing. Bon, ça avait été dur, mais on a fini le match à égalité. 2-2 ou 1-1, je m'en rappelle plus. Mais enfin, c'était nul. Mais ils avaient quand même souffert, eux, à la fin, parce qu'ils faisaient du pressing, et nous, on jouait de derrière, avec un gardien déjà qui jouait au pied très bien. Et donc, souvent, il courait beaucoup dans le vide, quoi. Et Caso, il arrêtait pas de gueuler, parce qu'ils n'arrivaient pas à récupérer le ballon, quoi. La possession. Mais on a eu la possession de balle, je pense, de 70 ou 80%. Mais on a fait match nul. Bon, mais ils étaient quand même beaucoup plus costauds que nous, quoi. Et ils étaient quand même bien entraînés, quoi. Après, à Rennes, alors là, à Rennes, là, on les a écrasés. Je crois qu'on a gagné 8-0, je crois. Ils voyaient pas le ballon. Rennes était pourtant un bon centre de formation. Mais on les a balayés. Vous avez des années de travail. Mais et un jour, on avait joué contre Monaco aussi. Monaco, qui était venu faire un match ici, avec leur centre de formation, on leur avait mis 5-0. Ils n'avaient pas eu le ballon non plus. Et alors, c'était un peu marrant, tous ces matchs, parce que après, quand on allait en France, bah, on gagnait tous les matchs. Il y a des fois, on gagnait même, un jour, on fait un match contre une sélection de différents jeunes de plusieurs équipes. Parce que c'était un match on a joué dans la région d'Angers, je pense, ou pas très loin. Et au bout de 10-15 minutes, il y avait déjà 4-0. Alors les mecs, ils venaient, ils me disaient « Ah, on s'excuse, on savait pas que là, ils étaient complètement... on a mis une équipe pas assez forte, tu vois. » Ils étaient gênés. Ah oui, ils étaient gênés. Après, on a joué contre les éducateurs du coin, quoi, tu vois, qui avaient fait une équipe à 11 aussi. Ouais, ils en ont pris 10. Ah ouais, ok. Ouais, c'était des matchs comme, et les mecs, ils voyaient un football qui ressemblait à celui de Reims, un peu. Ouais, c'est ça. L'équipe qui était avec Copa et tout ça, quoi. Mais il y avait vraiment des joueurs qui faisaient la différence, et puis ils jouaient vraiment très, très, très bien. Enfin, ça, je vous parle, c'est de la première promotion. C'est ça, au bout de peut-être 3 ans de... Plus que ça. Plus que ça, avec les Plus que premiers ça. voyages, Ils sont venus à 10, 11 ans, 12 ans peut-être pour les plus vieux, parce que je prenais pas au-delà de 34 kilos. Ah ouais. Moi, comme je savais qu'il se rajeunissait, et je voulais pas que je les prenais au poids. Parce que je savais que 34 kilos, ça faisait 11-12 ans. Ouais. 11-12 ans, 34 kilos. Marco qui est là, lui, il est rentré, il faisait 28 kilos. Donc lui, il est rentré à 11 ans ou 10 ans. Ouais. Et donc le poids m'indiquait l'âge. Parce que sinon, parce que je voyais ça. Les premières détections. Mais même en France, un type qui est plus formé que d'autres, la grandeur, la taille, des fois tu grandis tout jeune,
puis après tu es rattrapé par les autres, c'est variable. Ouais, bien sûr. Ce qui est pas variable, c'est l'âge. Mais on devrait jouer avec les poids. On devrait jouer avec les poids. Ouais. Dans les petites, les petites équipes, enfin les équipes les plus jeunes devraient jouer avec Ouais, les même en poids. France. C'est Ouais, évident. ouais, parce Mais que en France, partout. Ouais, partout, ouais. Et ils devraient jouer même pieds nus. Ouais, Parce que ça nous, c'est on faisait votre. ça. Ouais. On faisait ça et finalement, ça évite des blessures. Justement, Marco m'a raconté la première fois qu'ils ont joué avec des chaussures ils ont détesté. Ah oui, ils n'ont pas aimé parce C'était que trop lourd, ils c'était sentaient pas le lourd. ballon. Ouais, C'était lourd pour des gamins de 10, Mais 12 ils sont ans. vite habitués quand même. Ouais. Ils sont vite habitués. Heureusement. Et moi, je voulais, quand même, ce qui est surprenant dans cette aventure, dans cette première aventure, c'est que dès le début, mais c'est là où vous dites un peu l'amour du ballon, un peu la folie, vous leur avez dit justement que l'objectif, c'était pas jouer en D1 ivoirienne, c'était jouer une Coupe du Monde. Ouais. Et les gamins, à 10, 12 ans, vous leur disiez ça. Ouais. Qu'est-ce qui est... faut avoir une confiance en soi ou une folie ou je sais pas comment vous expliquer Non, que vous savez. Parce que je voyais des joueurs qui, pour moi, s'ils continuaient à jouer comme ça, ils pouvaient jouer une Coupe du Monde. Ah ouais. Mais dès à 12 ans, vous le voyez. Mais ils jouaient mieux que la plupart des équipes professionnelles françaises. On a joué contre Saint-Étienne à Paris dans un tournoi. Mais ils n'ont pas vu le ballon. Ouais. Ils n'ont pas vu le ballon, Saint-Étienne. Saint-Étienne, l'équipe, elle avait 16 ans. Quand on a joué contre l'Espérance de Tunis, qui était une bonne oui, équipe, la finale. il y avait que 8 internationaux qui avaient joué la Coupe du Monde la même année. Donc c'était quand même pas une mauvaise équipe. C'était une grosse équipe africaine de l'époque. Ils n'ont pas vu le ballon. Ouais, vous avez gagné ils cette ont eu finale. le ballon des fois, ils ont été dangereux quand même. Ouais. Hein. Mais vous avez gagné Mais- match aller-retour. Non, on a gagné, c'était la Super Coupe. Ouais, d'Afrique. Et elle était en jeu, la Super Coupe, parce que l'équipe de la SEC avait gagné la Champions League. Ah, ok. Et- Mais pas avec vos joueurs. Pas avec mes joueurs. Et là, la Super Coupe, le dirigeant, il vient vers moi, il dit, qu'est-ce qu'on fait Tu m'as dit que tu avais... Il disait ça alors qu'il donnait des primes aux joueurs de la SEC quand ils jouaient des matchs amicaux contre nous, Ah ouais. parce qu'ils gagnaient pas. Donc à un moment donné, il a donné des primes. Ouais. Jusqu'à la fin, et la dernière fois qu'il a joué, que l'entraîneur a voulu jouer contre nous, et ils ont perdu. Donc après, ils ont pu jouer. Ah ouais. Il dit, l'entraîneur, c'était un Argentin, qui était sympa d'ailleurs, qui me disait, quand mon équipe joue contre toi, là, ils disent, mais on ne voit pas le ballon. Ah ouais. On n'arrive pas à leur prendre le ballon. Ils n'arrivaient pas à prendre le ballon. Et donc, si tu veux, c'était l'équipe qui avait gagné la Champions League. Ouais. On jouait contre l'équipe qui a gagné la Champions League, on les gagnait. On n'avait quand même pas à avoir peur d'une équipe qui avait gagné la Coupe des Coupes, quoi, Ouais. tu vois. Et eux, ils étaient hyper étonnés, les Tunisiens. Ouais. Encore aujourd'hui, ils se rappellent de ce match, les Tunisiens. Ouais. Ils voyaient les gamins à la présentation, ils disaient, merde, mais quand est-ce qu'ils vont venir les vrais joueurs, quoi? Ah Parce ouais. qu'ils croyaient pas, ils croyaient que c'était Quoi, le maillot trop grand, un cinéma, quoi. Ah ouais. Junior, il était, je sais pas, il devait faire 1m70, à tout casser. Ouais. Même peut-être plus petit. Ouais. Joss, 1m65. Yapi, un gringalet. C'était vraiment. C'était. Bon, il y avait quand même Kolo qui était assez costaud, et puis Zokora qui était pas mal Maestro. aussi. Et c'était les deux arrières centraux. Ok. Et ils nous faisaient du bien quand même. Ils faisaient du bien. Mais Mais ils avaient l'âge. ouais. Ils étaient de 81. Non, Zokora était de 80. Mhm. Et Polo de 81. Et voilà. Et vous, parce qu'il y avait donc dès le début, vous avez senti cette capacité, ces qualités de ces joueurs, de ces enfants, de ces gamins. Mais vous saviez déjà, vous aviez une méthode. Vous êtes arrivé ou ça s'est construit petit à petit? Comment? Non, mais j'avais pensé, j'avais pensé, oui. Moi, j'ai entraîné des jeunes quand j'étais plus jeune. J'ai entraîné des jeunes lorsque j'étais au SCO d'Angers. Ouais. J'avais été dans une petite ville là, au Coteau du Léon. Là, il y avait des bons vins. Et il y avait un charcutier qui était
président d'un club et il m'avait demandé si je pouvais pas entraîner les jeunes de son club. Je dis moi, si, ça m'intéresse parce que donc j'avais travaillé avec des jeunes Ok. et vraiment ils avaient vraiment beaucoup progressé et surtout les meilleurs bien sûr. Donc et après ils venaient me voir même quand j'ai arrêté. Ils venaient me voir souvent quand je revenais jouer à Angers en me disant ah c'est nous vous vous souvenez ben, ils avaient grandi ils avaient on est monté ils avaient monté 2 ou 3 divisions il a vu sa meilleure équipe ça a été celle-là après et donc moi je me suis dit si je prends des gamins comme ça comme j'ai vu là Ouais. et puis après je les ai pris donc je les voyais tous les jours je me disais ils vont faire la Coupe du Monde sans problème. Ah ouais. Sans problème. Pour moi, Mais qu'ils ne c'est fassent pas sûr. la Coupe du Monde, c'est une hérésie. Ah ouais. Ah oui, pour moi, c'était sûr et certain. Le plus dur était la qualification. Pourquoi? Parce que j'étais un peu jeune, tu vois. Mais ils ont fait quand même. La plupart ont fait 3 Coupes du Monde. Hein. Des joueurs qui ont fait 3 Coupes du Monde, et ça existe, mais il n'y en a pas des masses. Moi j'en ai fait qu'une. Là, par exemple, il y a un truc qui en a fait 4. Comment il s'appelle le gardien, là, le gardien d'équipe de France. Loris. Loris, il a sa 4e Coupe du Monde. Ouais. Il y a un joueur avant lui qui a fait 4 Coupes du Monde, c'est Henry. Ouais. Thierry Henry. C'est Henry. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait 3 Coupes du Monde. Mais c'est incroyable quand même quand vous dites à des enfants de 10-12 ans, mais on va y arriver, vous allez jouer une Coupe du Monde. À Solbeni, perdu sur votre petit terrain, faut y croire. Hein. J'imagine qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui croyaient autour de vous. Non, personne n'y croyait. Personne. Il me prenait pour un fou. Ouais. Et même le président qui, avec le sponsor, un mec qui s'appelait Daniel Dubois, qui depuis est mort, qui aimait le foot aussi, et qui était sponsor de la SAC. Ah ouais. Il était patron de Comafrique. Donc, eux, ils m'avaient fixé comme résultat, si tu sors un joueur pour la SEC qui est capable de jouer pour la SEC, C'était bon. c'est rempli. que tu as très très bien travaillé. Alors je leur ai dit, je les ai bien regardés, je leur ai dit, c'est pas un joueur qui va sortir à la SEC, c'est 15. Et c'est pas 15 qui vont rester à la SEC, parce que ils vont tous être transférés, et parce qu'ils vont jouer dans l'équipe nationale. Alors ils m'ont pris pour un fou, quoi. C'est un rêveur. C'est ce qui s'est passé. Mais vous, c'est pas qu'après le soir, vous étiez sûr. En le disant, c'était pas du tout un truc où Ah après non. vous dites, mais qu'est-ce que je viens de dire? Non, C'est la folie. j'étais sûr. J'étais sûr qu'ils allaient tous jouer à la SEC. Ouais. Bon, à la SEC, le meilleur joueur, il était 10e chez il vient chez nous. Il était le 10e, le meilleur joueur. Et encore parce qu'il était plus fort physiquement. Sinon, il n'y avait pas photo. Ouais. Ah, il n'y avait pas photo, vraiment. Et donc, et puis même l'équipe nationale. Ouais, c'était pas, ça vous est pas. Moi, pour moi, il devait. Mais il y a eu dans la première Coupe du Monde, ils étaient au moins 8 qui jouaient. 8 titulaires sur en 2006. Non, 2006, je pense. Oui, en 2006 en Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. Ouais. Il y a eu 8 titulaires, mais bon, ils n'ont pas pris un bon entraîneur. Ouais. Ils ont pris des entraîneurs qui mettaient ça au... Ouais. Peut-être que là où ils auraient été le meilleur, c'était la dernière Coupe du Monde en Afrique. 2010. En Afrique du Sud. Et là, ils n'avaient pas d'entraîneur au moment, et moi je me suis proposé. Justement, parce que moi j'étais critique, parce que je disais que l'entraîneur, ils étaient pas bons. Ouais. Vous les Déjà, dans le nombre de joueurs qu'ils recrutaient, ils avaient 5 attaquants. Tu peux pas avoir 5 attaquants dans une équipe. Ouais, en plus, tu avais Drogba, qui était sûr de jouer. Des fois, tu joues à 2 attaquants. Donc, tu avais 4 joueurs qui... Ouais.
Pour 5 et pour 6 matchs, ou pour, ça dépend. Ils étaient 3 milieux. Mm. Alors, il faut 4 en milieu. Hein. Et puis là, il faut avoir et peut-être 5, 6 défenseurs. Ouais. Mais il faut 8 défenseurs. Il faut au moins 6 milieux. Tu peux pas 8, mais 6 au moins, tu vois. Bien sûr. Et puis 3 attaquants, pas plus. Mais pourquoi vous n'avez pas mis comme objectif gagner la Coupe du Monde? Pourquoi vous avez juste dit participer à une Coupe du Monde? C'était ça peut-être l'erreur. Bah, honnêtement, on aurait pu avoir l'ambition de la gagner. Si on était sorti, au moins sorti, pas la première Coupe du Monde, c'était difficile. Ouais. La deuxième, normalement, on devait sortir de groupe et commencer à jouer en demi, en huitième ou en quart. Bon, mais qu'il y ait une progression. Mais en fait, il n'y a pas de progression parce que il restait sur des joueurs. Ils n'ont jamais joué. Colo n'a jamais joué avec Zokora dans l'axe. Mais c'était un mec, un grand, qui avait les pieds carrés. Il relançait comme des ânes. C'était mal fait, quoi. Ouais. Et l'entraîneur était pour moi le premier responsable. Bon, les mecs, ils arrivent, les entraîneurs arrivaient. Ils avaient besoin d'un entraîneur, ils le faisaient venir. Et ils ont fait venir, je crois, le dernier, Erickson, qui était auparavant au Mexique. Ouais. Bon, c'est peut-être un bon entraîneur, Erickson, mais bon. Il est arrivé, il connaît les joueurs noirs, c'est un petit peu comme les joueurs asiatiques, ils se ressemblent tous, hein. Il faut un petit temps d'adaptation. Eux, ils te disent l'inverse, ils disent que c'est les blancs qui se ressemblent tous. Mais nous, on n'a pas ce sentiment. Mais par contre, effectivement, vu de loin, pour sélectionner un groupe et que tu vois que des noirs, bon, c'est difficile, quoi. Là, ils sélectionnaient en fait des joueurs qui jouent en Europe. Ouais. Mais il y avait des joueurs qui jouaient pas, qui auraient pu être sélectionnés, hein, et qui étaient bons, très bons. Un mec comme Madinho, il jouait ici, donc ils l'ont pas sélectionné. Mais c'était un super joueur. Un mec comme Marco. Ouais. Marco, lui, il y a eu un ukase sur lui, parce que c'était un petit peu mon fils, il habitait chez moi, tout ça, avec Zézé. Et à partir du moment où c'est fâché avec Roger Wagner, ils les ont mis de côté. Ils ont écrasé le gamin, quoi. C'est dégueulasse. Et c'est vraiment tout ce qu'on... C'est vraiment une saloperie, quoi. Et je ne peux pas pardonner ça à Roger Wagner. Le président. Toujours, il y a des gens qui me disent « Alors, vous n'allez pas vous réconcilier avec... » Mais je dis, je même réconcilié avec Roger Wagner. Pour moi, il a commis presque des crimes sportifs. Sportivement, il a fait des crimes. Je jamais me réconcilier avec cet individu. C'est un salopard. Je lui ai fait gagner beaucoup d'argent, ce connard. Il m'en a volé beaucoup, d'ailleurs. Beaucoup. Mais voilà. Et vous, il y a une histoire quand même qui est incroyable, qu'on oublie peut-être, ou on la connaît pas, certains ne la connaissent pas. Mais vous avez quand même ce coup de génie aussi, avec cette histoire de Beveren, où vous arrivez à trouver une solution pour que tous ces joueurs puissent venir en Europe via, voilà, et pouvoir gérer cette arrivée, beaucoup de joueurs. Et donc, vous avez eu cet accord, cette histoire avec Beveren pour faire que les joueurs de l'académie viennent jouer titulaires en première division belge. Et ça a marché. Ça a marché, alors, difficilement au départ, parce qu'on n'était pas assez. On n'avait que 5 joueurs. Et un d'entre eux, je l'avais pris malheureusement, parce que c'était un bon joueur, un très bon joueur. Mais il était tout petit, c'était Joss. Il était petit et puis il pouvait pas jouer avec des mauvais joueurs. Il pouvait jouer à Barcelone, mais il pouvait pas jouer à Beveren. Mais pourquoi? Parce que les mecs, ils lui donnaient toujours le ballon dans le duel. Tu vois? Et lui, c'était un super bon joueur. D'ailleurs, lui, il a joué la coupe... La super coupe, là. Il n'avait pas changé, il faisait 1m62 ou pas plus. Bon, mais c'était un gamin qui faisait exactement ce que moi j'aurais fait en étant sur le terrain, mais lui, il le faisait alors que moi je n'étais pas sur le terrain. Je voyais ce qu'il pouvait faire. Et il faisait toujours la solution la meilleure. Lui là, il comprenait ce que vous vouliez. Non, il était extraordinaire. Et d'ailleurs, même ses coéquipiers,
le voyait, quoi. Ah ouais, il savait. Putain, Ah ouais, il le qu'est-ce qu'il disait. joue juste, tu vois. Il Ouais. jouait très juste. Hmm. Mais il fallait lui donner le temps d'avoir le ballon. Et là-bas, S'il ça était en marche duel, il perdait le ballon. pas. Ok. Il perdait le ballon. Et donc petit à petit, vous avez ramené plus de joueurs en fait. Et petit La à première année, on aurait dû descendre. Ah ouais. Alors le projet aurait été fini. Ouais, c'est ça. On a eu de la chance parce qu'il y a un club qui a fait dépôt de bilan. Hmm. Molenbeek, je crois. Hmm. Molenbeek, ils étaient ils ont fait des dettes, des dépôts de bilan. Donc, ça nous a octroyé la place. Deuxième chance, quoi. Voilà, une deuxième chance. Et là, la deuxième chance, on l'a bien saisi parce que après, j'ai fait venir des joueurs. Alors, j'ai fait venir des joueurs, mais que Roger, alors qu'il avait perdu à la FIFA, hein, Ouais. parce qu'il empêchait les joueurs de venir. Ok, parce que lui, c'était pas dans son Le intérêt. salopard, quoi. Ouais. Le salopard fini. Ouais. Marco, il est venu en dernier. Ouais, tard, il m'a dit que pendant un an, il a pas joué. Il n'a pas joué, il ne le faisait pas jouer, il ne le payait pas. Enfin, Ouais. c'est un truc. Bref. Ouais. Et donc, il a refusé, même alors qu'il avait perdu au Ouais. TAS, il a refusé de libérer les joueurs. Ah, ils Encore. étaient bloqués ici. Bloqués, ils étaient Et bloqués. vous voulez les ramener là-bas. J'ai réussi à les débloquer à la fin Hmm. par tout un tas de stratagèmes. Ouais. Mais c'était vraiment la merde, quoi. Et donc, à partir de là, j'ai pris des gamins qui m'avaient suivi quand on s'était séparés avec Roger. La deuxième et la troisième promotion m'avaient suivi. Ouais. Style Gervinho, tout Ouais. ça. Donc, j'ai pris Gervinho, j'ai pris des joueurs de la deuxième promo. Mais Yaya était de la deuxième, ouais. mais je l'avais fait venir en Avant, premier ok. parce que lui, il voulait plus, il avait passé par la SEC, il voulait plus rester à la SEC. Ok. Il m'avait dit, mais ils s'entraînent comme des cons, parce qu'il y avait un fort caractère. Ouais. Et donc, je lui dis, putain, il faut mieux le sortir de là, lui, parce Ah que ouais, voilà. il va foutre la merde. Il va foutre la merde là-bas et ça va pas être trop bien. Donc, j'avais amené. Et donc, la première année. Et donc, la deuxième année, j'ai réussi, je crois, à faire venir Marco. Difficilement. Ouais. Romaric, Junior. Mais, ils n'ont pas été libérés tout de suite. Ah, ils étaient là, mais ils pouvaient pas jouer, on a c'est ça. commencé, et donc j'avais fait venir des jeunes, 3-4 jeunes. Et donc l'entraîneur, qui était un type sympa, je ne me rappelle plus trop de son nom, tu vois, les noms m'échappent, moi. Ouais. Et l'entraîneur, il me dit, en parlant des jeunes, oui, alors, ils sont comment, tout ça, tu vois. Je dis, ah bah, ils sont probablement moins bons que ceux qui devaient venir, mais Ça fera l'affaire. ça sera les remplaçants quand les vieux arriveront, les plus vieux arriveront, probablement qui deviendront des remplaçants. Bon, il a retenu le mot remplaçant, c'est tout. Ah ouais. Et donc mes gamins étaient toujours remplaçants. Ils jouaient pas. Tu vois, on a commencé l'équipe, la saison avec des joueurs qui ont fait qui jouaient avec des joueurs qui jouaient pas, avec les mêmes joueurs qu'avant. Sauf que Yaya, en décembre, lui, il est parti. C'est ça, ouais. Il est parti à Donetsk, je crois. En Ouais, fait, c'est ça. Donc, à un moment donné, je vais revoir l'entraîneur et je lui dis, mais pourquoi tu fais pas... Et il me dit, mais tu m'as dit que c'était des remplaçants. Ouais. J'ai dit, mais j'attends, j'ai pas dit que c'était des remplaçants. Des Des joueurs que qui tu étaient fais jouer. Tu fais jouer des Belges, parce que il voulait toujours faire jouer les Belges quand même, tu vois. Ah, il y a eu un choc des cultures quand même. Ouais. Tu fais jouer des Belges, mais c'est pas des remplaçants des Belges. C'est des titulaires ici, maintenant. Quand les vieux vont arriver, peut-être que quelques-uns seront remplaçants, parce que on était à 7-8 hein, quand même. Là, on avait presque 14 joueurs, hein, Ouais. Black. Alors qu'au départ, les mecs dans le board, je dis, ouais, bon, 5 Blacks, ça va. Ah ouais, c'était ça la discussion pas comme plus. ça. Je dis, on en aura plus. Alors, il me dit, mais bon, pourquoi on en a plus? Je dis, on en aura plus parce que si vous voulez éviter de descendre, faut en avoir plus. Ouais. Faut en avoir plus, ça c'est sûr. Et puis, j'en ai eu 14. Parce que vous étiez quoi à ce moment-là? Vous étiez le direct. Comment? Pourquoi? Moi, j'étais le patron. Le patron en donc c'était. Le patron parce que j'avais les voix d'Arsenal. On avait pris ça avec Arsenal. Ouais.
Arsenal avait pris la moitié des actions, Ok. et moi j'avais le quart des actions. Hmm. Donc avec Arsenal, Oh, ok. et Arsène Ouais. m'avait donné les voix d'Arsenal. Donc, ok, vous avez la. Donc, j'avais vous la pouvez ce que majorité. vous- Hmm. J'avais la majorité. Et donc je pouvais imposer les trucs. On a fait 5 ans. Ah, 5 ans quand même. 5 ans. Le contrat était de 6, mais en fait, au bout des 5 ans, j'avais plus de joueurs à faire venir. Parce que vous, en étant là-bas, vous étiez plus ici à l'académie. Il y avait ici à Abidjan. J'étais plus à Abidjan. L'autre m'avait fait condamner. Ah ouais, c'était Il toute m'avait cette fait histoire-là. condamner à 1 an de prison. Roger Moyen. Vous étiez dans une folie, ouais. Vous êtes rentré. Bon, d'ailleurs, il a ressorti le truc là il y a pas longtemps, mais bon, maintenant, bon, c'était. Mais bon. Il a ressorti quelque chose qui était, alors que moi j'ai un casier judiciaire vierge ici. Ouais, c'est ça. Bon. C'est ce que c'est. C'est un truc incompréhensible. Et il trouve pas, personne ne trouve la procédure. Incroyable. Une procédure complètement Mais, pourrie, quoi. et c'est fou que dans la, pardon, après c'est un peu d'actualité, mais que dans la tête des gens, ça soit resté. C'est ça qui est, cette histoire-là de condamnation, elle est restée dans l'imaginaire collectif. Un peu, mais pas trop quand même. Ici en Côte d'Ivoire. Personne ne parle de ça. Non. Mais ils savent qu'il y a eu des gros embrouilles. On non, sait, ils savent qu'il y a eu des désaccords, Ouais. tout ça. La plupart ont compris pourquoi quand même. Ouais. La Qui ont pris le plupart temps d'essayer de comprendre. parce que moi j'ai mis sur internet le contrat que j'avais avec Roger, qu'il n'a pas respecté. Ouais, tout Qu'il simplement. n'a pas respecté. Moi je devais avoir l'académie devait avoir, c'était une association. Elle devait recevoir 90% des transferts. Ouais, des droits de formation. Et la SEC 10%. Bon, si elle ne recevait pas les 10%, si les 10% ne faisaient pas plus que 1,5 million, elle reste 1,5 million d'euros. Hein. Alors elle recevait 1,5 million. Ok. Bon. Et quand les 2 premiers transferts ont été faits, ils ont été faits pour non, mais c'est pas 1,5 million d'euros, c'était 150 millions de francs CFA. Je me trompe. Et les 2 premiers transferts, ça a été Arona et Zokora. Ouais. Arona, il a été transféré pour 1,5 million. C'est-à-dire 1 milliard ici, quasiment. Ouais. Et les transferts qu'il faisait avant, c'était 50 000 euros. Ouais, Donc, le transfert, c'est moi qui l'ai négocié. Donc, 1,5 million et Zokora, il a été transféré pour 600 000 euros, je crois. Donc, il a touché 2 100 000 francs, enfin euros. Ouais. Ce qui fait plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Presque 2 milliards. Et donc lui, il voulait garder 90% et inverser totalement le truc. Pourquoi pas? J'avais plus que 10% et lui 90%. Faut dire que le mec, il avait pas mis un centime. Hein. Il a pas mis un centime. Vous étiez dans votre coin, vous faisiez votre académie, c'était rien à voir avec. Et en plus, il n'avait pas investi. Il n'a pas mis un centime. Moi, j'avais des amis qui avaient donné de l'argent, parce que moi, je pouvais pas tout financer à un moment donné. Monaco, dans un premier temps, m'avait donné de l'argent. Campora avait été très sympa, d'ailleurs, parce qu'il l'avait fait vraiment comme ça. Bon, notre époque. Ils étaient riches en millions. Ouais. Et puis moi, j'avais aussi financé, j'avais un peu d'argent. Pourquoi vous avez eu besoin de la SEC, en fait, quand vous avez créé cette académie? J'ai eu besoin de la SEC parce qu'il fallait que j'ai un terrain. Un terrain, c'était ça. Ok. Et puis, la SEC était un nom quand même vachement respecté. Donc, et parce que Youssouf Fofana jouait à la SEC et que Roger avait facilité le transfert à l'époque. Donc, ce que je vous ai dit au début revient là avec Youssouf. Et comme il m'avait aidé, moi-même, à un moment donné, il y avait eu des problèmes ici et il m'avait envoyé sa fille qui avait été à l'école à Nice. Et on l'avait hébergée et on l'avait fait. Après, elle était repartie. C'était normal de le donc, faire aussi, on était plutôt amis, quoi. Je veux dire, à la limite, on se connaissait, quoi.
Ouais. Et donc, quand il m'a fait venir, c'est pas moi qui est venu, c'est lui qui m'a demandé. Parce que Troussier partait. Ah ouais, il y avait Troussier ici à la SAC. Donc, pour remplacer Troussier, il avait besoin d'un nom, Mm. tu vois. Et donc, Jean-Marc Guillou, c'était un nom que t'aimes pas mal. Mm. Donc, il a dit, ah viens, tout ça, je te mets manager général. Ah, je dis, oui, alors ok, d'accord, je viens, mais je fais une académie. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est une académie? Un centre de formation, une école de formation pour les jeunes footballeurs. Alors, j'ai pas eu le temps de le faire tout de suite. Moi, je suis arrivé ici en 93. Et parce que ils étaient en déficit terrible. Ouais, vous avez pas les moyens. Ils avaient 400 millions de déficit, quoi. Donc, c'est pas qu'ils avaient pas les moyens, mais c'est que ils avaient un déficit et c'était difficile de faire l'académie tout de suite. Bon, moi, par contre, j'ai fait manager pendant 2 ans. Mm. Et j'ai remis tout ça au bout de 2 ans, c'était en bénéfice. Ah ouais. Voilà. Non, et on avait 400 millions, 2 ans après, zéro. Même un peu de bénéfice. Et ça, j'ai tenu la baraque et les mecs, au début, ils voulaient presque me tuer, hein, parce que Vous avez dû faire parce que j'ai dû faire un plan d'assainissement. Alors donc j'ai revu chacun, je dis toi tu touches ça, bah on va te donner la moitié, mais t'es sûr de la toucher. Parce que là, le problème, la plupart des problèmes, c'était les mecs, ils allaient chercher l'argent. Non, il n'y avait pas moyen de les payer. Enfin bon, ils pouvaient pas payer tout. Et donc dans les 400 millions de dettes, il y avait des dettes dues à ces gamins. Mais les contrats étaient tellement mal faits qu'il fallait tout revoir. Ouais. Et puis, il faisait une parution de 2 journaux, dont un, la SEC Mimosa, était vendu il y avait 30 000 toutes les semaines. C'était des hebdomadaires, un journal du club. Du club. Et qui se vendait bien. Qui était bien vendu. Mm. Et puis, il y avait après une deuxième édition. Une semaine, c'était une édition. Okay. Et une autre semaine, c'est une autre édition. Incroyable. Et celui-là, qui était la deuxième édition, il le vendait à 10 000. Ouais. J'ai dit, merde, autant faire un SEC Mimosa toutes les semaines. Et les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent, on arrête. Et puis, on a gagné le double. Tout simplement. Tu vois, on a gagné le double. Et je lui ai montré, tu vois, maintenant tu vends peut-être 25 000, mais là, t'en as 25 000. Ouais. Là-bas, tu vendais 10 000 et 30 000. Ouais. Ça fait 40. Ouais. Ici, maintenant, t'en as 50. Ouais. Tu vois, t'en as 50, au moins un minimum. Parce que 25, c'était petit, quoi, tu vois. Et donc là, moi, j'ai été, à un moment donné, le directeur de ce journal. Tu vois, je refaisais tous les éditoriaux et tout. Comme j'avais l'ordinateur, j'ai mis des ordinateurs partout. Ah ouais. Il n'y avait pas d'ordinateur. Ils écrivaient à la main. Il fallait aller porter ça à un journal qui en faisait l'impression. Mais le journal, ils exigeaient d'avoir ça 2 jours ou 3 jours avant. Tu vois, donc des fois, tu étais en retard de certaines nouvelles, tu vois. Et là, nous, quand j'ai dit, il faut changer ça, on va mettre des ordinateurs. Les mecs, ça leur a changé la vie aussi là-bas, tu vois. Quand ils étaient contents. Alors, ils étaient pas très contents que je les diminue. Mais en fait, au bout de 6 mois, tout le monde était content parce qu'ils étaient tous payés. Bah ouais. Tu vois, ils étaient tous payés. Et comme on a transféré des joueurs la première année, eh bien, même celui qui était le plus content, c'était un ex-ami à moi, je me rappelle, il s'appelait Messier ou un truc comme ça, qui était directeur de la BCC, de la banque, de la SEC. Mm. Mais il m'avait dit, ah bah putain, depuis que tu es venu, c'est plus la même histoire. Maintenant, on n'a pas la SEC n'a plus de dette. Okay. Tu vois. Et après, ils vous ont laissé un peu après, vous repartez, vous le laissez tranquille. Non, mais après, j'ai fait venir un mec pour moi. C'est Régis Lafesse qui fait venir. J'ai dit, bah, tu vas devenir manager, et puis moi, j'ai autre chose à faire avec les joueurs. Je voulais m'occuper que de l'académie, parce que c'était pour moi le plus important.
Après, moi, Vous étiez plus liés après avec toute cette histoire-là. je me suis délié Ouais. carrément, quoi. Ouais. Pas tout de suite, parce qu'on était liés par un contrat Ouais, pour les dont 10%. je t'ai parlé. Mais bon, à partir du moment où il n'a pas respecté le contrat, c'est fini. c'était plus jouable, quoi. Ouais. Mais t'imagines, il voulait 90%. Ouais. Mais bon, il a eu 100% de pas mal. Hein. Il a eu 100% de pas mal. Hein. Plus donc, non, mais il m'a volé, quoi, Ouais. vraiment. Ouais. Et après, on va finir avec ça parce que on peut en parler des heures de tout ça. Ouais. Mais après, pour faire vite, mais vous avez créé grâce à cette première expérience, je sais pas si on peut dire une méthodologie, ce savoir-faire, ce qu'on veut. Mais en tout cas, vous avez ouvert des académies dans plein d'autres pays. Dans plein Et ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une marque, la marque Jean-Marc Guillou. Ouais. Et qu'en fait, derrière cette marque, c'est ce savoir-faire. Et en fait, ça a marché. Ça marche dans beaucoup d'endroits, voire tous les endroits où vous avez ouvert une académie. Dans tous les endroits où on a ouvert, il y a eu des belles promotions. Ouais. Il y a eu des promotions qui... la plupart des équipes se sont confrontées à l'équipe nationale de leur âge. Okay. Et à chaque fois, c'était... Ouais, au Vietnam, au Mali, en Algérie. Au Vietnam, n'en parlons pas, ils étaient tous... C'était quasiment l'équipe nationale, quoi, je veux dire. C'est ça. Et en Égypte, même en Égypte. Ouais. En Égypte, l'équipe de l'académie a battu l'équipe du même âge de tous les autres clubs 3-0. Ouais. C'était comme ça, puis c'était sans bavure, quoi. Au Ghana aussi. Ouais. Au Ghana aussi. Un jour, ils ont joué contre l'équipe nationale. Le mec, il a fait durer le match 20 minutes de plus parce qu'ils étaient menés. Ouais. Ils ont fini par faire match nul. Mais bon, c'était un petit peu voulu, quoi, tu vois. Et donc, ici aussi, si tu prenais l'équipe il y a 2 ans ou 3 ans, il y a 2-3 ans, il y a eu une équipe, la première équipe, là, qui était des ex-Ghanéens. Parce que on a ouvert des académies, mais les seules académies que on est totalement propriétaire, que vous gérez vraiment à 100%. On sont gérés à 100% par nous. C'est Mali, Côte d'Ivoire et bientôt, j'espère, le Sénégal. Ouais. On aura 3 académies. Pourquoi ? Parce que Mali, on ne sait pas trop comment ça va. On a des doutes sur le pays, quand même, la stabilité du pays. Mais bon, pour le moment, le Mali, c'est quand même un club intéressant parce que on a vendu beaucoup de joueurs. Ouais, ça marche bien, en tout cas. Ça marche bien, ça marche très, très, très bien. Donc, après, les Ghanéens, quand les Maged Sami, qui était le financier, Wadi Degla, c'est Wadi Degla, la société, et il nous a demandé d'arrêter le Ghana parce qu'il pouvait plus. Enfin, bon, il dépensait beaucoup. Il a dépensé énormément dans son club l'IRS. Il achetait l'argent par les fenêtres. Et donc le seul truc qui pouvait lui ramener de l'argent, c'était notre académie, les académies qu'il faisait avec nous en Belgique, en Égypte et au Ghana. C'était le même mec. Et ces académies, franchement, les 3 académies là, ils ont vendu moins que le Mali, tout seul. Le Mali tout seul a vendu 2-3 fois plus que les 3 académies. C'est complètement incroyable parce qu'il avait des bons joueurs. Il avait des bons joueurs, je peux te dire. C'est la gestion. Mais il savait pas vendre, Magad. Il savait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le novembre 2022, vous voulez dire votre secret? Mon secret de quoi? De réussite. Pourquoi partout ça marche? Est-ce que vous voulez dévoiler le secret? Le secret, c'est que je pense que j'ai fait quelque chose qui me paraissait de bon sens. C'est tout. C'est du bon sens. Si tu veux que les joueurs apprennent à bien jouer et quand ils sont petits, faut les mettre pieds nus. Regarde tous les grands joueurs, ils ont commencé pieds nus sur la plage. Moi, j'ai joué pieds nus sur la plage. J'étais pas loin de la plage, mais j'ai joué pieds nus. J'aimais jouer pieds nus. Alors ici, effectivement, c'est pas possible, sauf si tu fais des bons terrains.
Mais bon, si tu peux faire un bon terrain, c'est déjà une chose évidente. Il faut que tu aies des bons terrains. Tu vois? Il y en a qui disent, bon, si on a des terrains qui sont pas bons, ça nous fait travailler un petit peu la vivacité. Oui, probablement. Oui, ça fait travailler la vivacité, je suis d'accord. Mais ça fait pas travailler le jeu collectif, par contre. Et parce que si tu n'arrives pas à contrôler le ballon tout de suite, tu as un temps de retard sur l'adversaire et donc tu pourras pas instaurer un jeu collectif comme sur un bon terrain, tu vois. Et c'est quand même important le jeu collectif. C'est ça. C'est important. La simplicité. Donc tu dois avoir des bons terrains, ça c'est du bon sens. Ouais, tout ça. Tu dois jouer pieds nus parce que tu as moins de blessures, tu tapes mieux dans le ballon, tu frappes mieux le ballon qu'avec une paire de chaussures, parce que tu sens bien le ballon. Tu as des gestes plus vite, donc tu habitues un geste juste avec la vivacité, tu vois. Tu as un geste juste plus vif, plus rapide. C'est ça. Et un jour, on a joué contre Real Madrid à un tournoi. On avait fait ça en Hollande. En Hollande. On avait été invité. Real Madrid, on a fait match nul. Mais alors le type, il est venu me voir, l'entraîneur là, parce que il m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites comme exercice pour avoir cette vivacité? Et donc, moi, j'ai pas tout de suite pensé au fait qu'on jouait pieds nus. Ah ouais. Donc, j'étais un peu collé. Je dis, on joue au ballon, voilà, c'est tout. On court pas trop, mais on joue au ballon. Ouais. Bon, pour dire un peu, bon, c'est surtout le ballon qui m'intéressait. Moi, je sais pas autre chose. J'allais pas faire des Alors, ce qui distingue le football des autres athlètes, des autres sportifs, c'est quand même la technique. Donc, il faut que tu travailles ça. Ouais. Tu vois? C'est quelque chose de bon sens. Il faut que tu travailles la technique. C'est la si tu n'es pas technique, si tu as beaucoup de technique, tu te fatigues moins. Ouais. 2, tu joues plus juste. C'est déjà deux choses importantes. Parce qu'un mec moins fatigué, au bout de 90 minutes, il est moins fatigué, vraiment, que l'autre, tu vois. Et donc, tout ça, c'était que du bon sens. Ouais. C'est que du bon sens. Quand tu dis à quelqu'un, privilégier la conservation du ballon, ou privilégier la progression du ballon. Les deux sont importantes, mais il y a un temps pour tout. Il y a des temps où il faut conserver le ballon et il faut savoir le tenir, ce ballon, et le tenir collectivement. Si on peut le tenir individuellement et en même temps trouver une progression, ok, d'accord, ça peut être très bon. Cruyff, il l'a fait souvent. Mais généralement, moi, je pense que la conservation du ballon est déjà la base d'une stratégie. Si tu n'as pas 3-4 bons joueurs dans le milieu du terrain, tu ne conserves pas. Et il faut encore avoir des bons joueurs. Alors, un truc qui explique et qui démontre ça, je vais te le dire tout de suite, avec Beveren. Beveren, on a fait 17 matchs avec moins de 8 joueurs d'académie. Et si on fait le classement de ces 17 matchs, on descend. On a fait 17 matchs avec 8 et plus d'académiciens. Si on fait le classement, on était deuxième. Tu vois? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as des bons joueurs, l'équipe est renforcée. Tout joueur renforce l'équipe. Si t'as pas plus de 8 joueurs sur le terrain, il y a un moment donné où tes séquences de jeu vont tomber sur quelqu'un qui va perdre le ballon. Et donc tu peux plus trop garder la. Bon, ça,
c'est les chiffres. Hein. Ouais, C'est les chiffres. Bon, alors, on a joué beaucoup de matchs, surtout au début de saison où les grands n'étaient pas venus, avec des autres qui considéraient comme remplaçants. Alors là, on perdait tous les matchs au début. On perdait tous les matchs. C'est à partir du moment où il a commencé à faire jouer les remplaçants que tout d'un coup, ça s'est un petit peu stabilisé. Et après, quand les autres sont venus, bah là, on n'en perdait plus un. Hein. C'était invraisemblable. Le bon sens, c'est la simplicité. Le bon sens, c'est la simplicité. Oui, faut être simple. Faut bien se dire que les bons entraîneurs, ceux qu'on dit qu'ils sont des bons entraîneurs, ce sont ceux qui ont les meilleurs joueurs. À partir du moment où un type est capable de faire une équipe et de la faire bonne, il a fait le plus gros du travail. Hein. Tout le reste après, ça va de soi, puisque tous ces joueurs qui sont bons, ils vont quand même essayer de jouer ensemble, ils vont essayer de gagner, et ils vont gagner le plus souvent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des primes. Donc t'as pas besoin de te casser le cul. Tu comprends ? Moi je vois comment Guardiola, pour lui c'est naturel, il doit gagner. Pourquoi ? Parce qu'il a plus souvent le ballon, et puis il a pris en plus un joueur qui lui manquait, qui était capable de marquer à tout moment, quoi, tu vois. Donc là, franchement, moi je pense qu'ils vont être encore champions cette année. Ils vont être encore champions cette année, sans problème. Et la suite la suite pour nous, c'est là maintenant, de toute façon, on est obligé d'avoir par académie un club. Donc la suite pour nous, c'est de voir comment on peut imposer notre club dans les pays, la Côte d'Ivoire, le Mali, dans un premier temps, et faire en sorte que, même si on transfère à 18 ans, parce que les clubs sont de plus en plus accros aux joueurs qui ont 17, 18. Ils n'aiment pas quand on est 19, 20. C'est une bêtise, mais bon, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que les 18 ans sont souvent des joueurs, quand ils prennent pas les moins bons. Hein. Généralement, ils se trompent pas trop quand même. Donc, quand on perd les joueurs de 18 ans, on est obligé de faire jouer des bons de 16 ans. Mais c'est possible. Ouais. C'est possible. Et c'est sûr. Mais après, ça sera une balance. À un moment donné, moi je pense que à un moment donné, notre club aura les moyens de garder des bons joueurs. Parce que il y a des bons joueurs, heureusement d'ailleurs, il y a des bons joueurs qui ne sont pas pris. Ouais. Il y a des bons joueurs qui ne sont pas pris, et plus tu as d'académie, plus tu as de bons joueurs qui ne sont pas pris. Et avec les joueurs qui restent, ces bons joueurs qui ne sont pas pris, tu fais une équipe, eh ben, elle doit être bonne. Ouais, tu fais elle peut être bonne. Elle peut être bonne. Tu améliores le niveau du championnat. Elle peut être bonne. Ouais. Donc l'idée, le projet maintenant, on est obligé d'avoir des clubs parce qu'il nous faut le TMS. Ah, ok, ouais. Et donc, une fois qu'on a ces clubs, moi je pense que on aura des joueurs qui partiront à 18, pas tous. Pourquoi ? Parce qu'il y en a qui restent encore petits, parce qu'ils grandissent tard, les Blacks. Ils grandissent jusqu'à 23 ans, alors que en Europe, ils sont vite, ils arrivent à 19 ans, c'est fini, ils grandissent plus, quoi. Tu vois ? Ici, c'est pas ça. Et ben, les Blacks, ils grandissent encore. Pourquoi ? Parce que leur, je sais pas, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas pareil que l'Europe. Donc, je pense qu'on va avoir des équipes qui normalement, je dis bien normalement, devraient assez rapidement jouer au plus haut niveau dans le pays. Alors ça, c'est pas une certitude. Pourquoi ? Parce que moi, je suis à peu près certain que l'arbitrage dans tous ces pays, c'est très contestable. Ouais. C'est presque même plus que contestable. C'est incontestablement corrompu. Donc,
moi, je suis pour la VAR, mais je suis pas pour la VAR tel que c'est fait en France ou en Europe, où c'est l'arbitre qui a le dernier mot. Ouais. Vous voulez la VAR dernier Moi, mot. l'arbitre, il a pas le premier mot et ni le dernier. L'arbitre, normalement, pour moi, si on veut vraiment, d'ailleurs j'en ai parlé, hein, et moi si demain j'ai un conseil à donner à un président, je lui conseillerais de revoir l'arbitrage et de dire à la CAF de revoir aussi son arbitrage. L'arbitrage en Afrique, il faut absolument que ça soit un arbitrage vidéo. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont été formés pour être l'arbitre vidéo. L'arbitre vidéo, bah, il prend ses responsabilités, il prend ses décisions quand il voit un match. Après, toutes ces décisions sont revues par une commission d'arbitre qui donne la note. Il dit, putain, le mec, il s'est trompé qu'une fois. 19 sur 20. Il s'est trompé 2 fois, 18. Bon. Et le mec, il est bon, hein, ou il est pas. Tu comprends? Ouais, non, ça peut marcher. Voilà. Parce que ici, là, Ouais, leur connerie d'aller voir l'arbitre, qui court voir machin, alors, comme si les autres, ils avaient pas vu, quoi. Ouais. Mais former des arbitres vidéo, Mais ça, c'est simple à former. Tu filmes un match. T'as plein de discothèques où tu peux avoir tout un tas de matchs. Tu mets le match et tu lui dis bon bah tu vas l'arbitrer. Tu vas dire quand est-ce qu'il y a faute. 28e minute, faute, rouge, machin. Bon, ok. Bon. Tu vois tout de suite que le mec il sait arbitrer. Ouais, bah ouais, c'est sûr. Mais là, les mecs, les arbitres, ils savent pas. Ouais. Le tirage de maillot déjà. Avant, c'était une tirage de maillot pour moi, c'est une faute volontaire. Ouais, forcément. Tu vas pas involontairement, t'as grippé à un maillot. Bon, enfin, je crois pas. Bon, si c'est une faute volontaire, c'est avertissement. Ouais. Tout de suite. Mais ils le font pas si tu tires le maillot à la première minute. Ouais. Mais on peut la faire. Tu vois? Pourquoi? Parce que, ah bah non, putain, si on note déjà un avertissement, on va risquer de donner le rouge, tu vois, il leur passe par la tête tout un tas de choses qui n'ont rien à voir avec la règle. Donc, l'arbitrage vidéo, pour nous, c'est vraiment une nécessité absolue. Absolue. L'arbitrage vidéo, ça permet à des types d'être à 500 km et d'arbitrer un match. Alors, comment tu veux le corrompre? Ouais, c'est ça. Là, tu le connais pas, tu ne sauras pas qui va t'arbitrer. À la fin, tu vas le connaître. Vous avez été arbitré par monsieur machin. Ok. Ah oui, d'accord. Bon, bah, tu vois. Ouais, ça peut être une bonne idée. C'est beaucoup mieux que la VAR. La VAR est tellement avare de données que faut arrêter ça. Pour moi, il faut arrêter. Pour moi, l'arbitrage, tant qu'il ne sera pas vidéo, il sera contestable. Ouais. Et il sera possiblement corrompu. Et ça, c'est plus grave. Tu règles le problème de la corruption avec l'arbitrage vidéo. Et ça, c'est hyper important. Il n'y a pas une équipe, il n'y a pas un type qui part du principe que c'est vraiment les qualités de son travail et les qualités de son recrutement ou les qualités de ses joueurs qui font qu'il gagne des matchs. Tu gagnes pas des matchs, t'as rien à foutre de gagner les matchs avec l'arbitre. Parce que c'est pas un truc, quoi. Ça n'a rien à voir dans le football. La corruption n'a rien à voir. Et la plus grosse corruption qui existe, à mon avis, c'est sur les arbitres, même s'ils sont pas corrompus. Certains ne sont pas corrompus. Je veux pas dire les arbitres sont tous corrompus. En Afrique, bon, on n'est pas loin de la vérité. Mais bon, en Afrique, pourquoi? Parce qu'il y a des corrupteurs. Pour être corrompu, il faut des corrupteurs. Bon. Et il y a des corrupteurs, puisqu'ils ont de l'argent, et ils veulent gagner, et comment ils font? Ben, le plus simple, c'est d'aller donner la pièce à l'arbitre. C'est ça le plus simple. Bon. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que tu vas pas empêcher les gens d'essayer de corrompre s'il y a moyen. Ouais. Mais avec l'arbitrage vidéo, il n'y a plus de moyens.
C'est ça qui est très important. C'est plus important que tout. Il n'y a plus moyen. Tu peux plus. Et parce que s'il y a moyen, ça va se faire. Je ne sais pas à quelle hauteur et par combien, sur combien de matchs. Peut-être qu'en Italie, si tu mets ça en Italie, ou si tu mets rien en Italie, peut-être qu'il y a encore des corruptions. Mais il y a eu des corruptions en Italie. Bien sûr, mais il y a tous les pays ont eu des corruptions. Tous les pays. Alors, pourquoi pas l'Afrique? Tu vois? Et moi, je pense que l'Afrique, ils sont bien au classement, ils sont bien haut. Bon, je crois qu'on va finir ici. Merci beaucoup. Merci pour votre temps et votre confiance. C'était un vrai honneur d'échanger avec vous. Bonne continuation. Je te remercie aussi parce que j'ai pu exprimer ma passion. C'est ça, très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci Jean-Marc pour cet échange. Je me sens tellement chanceux d'avoir pu passer ce moment avec vous. Voilà, vous venez d'écouter le 54e épisode de En dehors de ma surface. Hâte de vous faire découvrir le prochain épisode qui nous fera encore voyager. À bientôt!